Bienvenue à cette édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au Bulletin des régions cette semaine, à Victoriaville, le monde municipal se projette en 2050 à l'occasion du colloque « Que nous réserve l'avenir ». À Lévis, l'entreprise Plastique Gagnon de Saint-Jean-Port-Joli inaugure une nouvelle usine. À Thetford, un forum de discussion sur l'économie circulaire. À Saint-Urbain, le gouvernement du Québec injecte 34 millions de dollars dans une usine de galvanisation. À Pont-Rouge, l'entreprise BP Canada organise pour ses employés une journée sur la sécurité au travail. À Sainte-Anne-des-Monts, le 16 août prochain, on espère créer une vague humaine de 1,5 km grâce à la participation de 10 000 personnes. À Berthierville, on vous invite à visiter la chapelle des Cuthbert cet été. À Montjoly, un spectacle régional à haut déploiement mettant en vedette le groupe Garoulou est organisé pour la fête nationale. Et pour commencer cette émission, rendons-nous dans la région de Vaudreuil-Soulanges, où la GRC doit surveiller pas moins de 68 km de frontières avec les États-Unis. Et Chantal Bédard, de C'est sur Télé, nous apprend comment les citoyens peuvent aider la GRC à réaliser cette surveillance. C'est sur la télé s'est déplacé dans le Haut-Saint-Laurent à quelques kilomètres du chemin Roxham afin de rencontrer la Gendarmerie royale du Canada de Salaberry-Valleyfield. Le détachement est responsable de la surveillance de près de 68 km de frontières entre le Canada et les États-Unis. Une nouvelle ligne téléphonique a été mise en place afin de sécuriser les citoyens et de contribuer au travail des agents de terrain. Les panneaux que vous voyez ici, c'est une initiative qui a démarré l'automne dernier. On a distribué plus de 40 panneaux présentement. Il y en a d'autres, justement, qu'on va distribuer, entre autres, sur le territoire de Saint-Jean également, en Estrie. Et c'est vraiment dans le but d'avoir une meilleure collaboration et de continuer notre collaboration qu'on a avec vos citoyens. Inspecteur Labrec, donc on est ici à Hemingford, on est collé sur la frontière américaine. Donc on parle de quelle quantité de personnes qui peuvent traverser à tout moment sur cette bande-là? Écoutez, ce qu'on a comme statistique dernièrement, c'est la situation est relativement stable. Faut savoir qu'on est 4 équipes intégrées de la police des frontières au Québec. On a 810 km de frontières à patrouiller. Donc, je vous dirais, de façon quasi quotidienne, on a des entrées au Québec, sur la frontière. Parfois, on peut être des journées sans avoir personne sur le territoire de Valleyfield ou sur le territoire de Saint-Jean, peu importe. Mais je vous dirais qu'au Québec, à tous les jours, on a des entrées. Vous, en tant qu'élu, en tant que maire, comment vous vivez ce défi, peut-être des immigrants qui arrivent ici, qui sont parfois illégaux? Comment vos citoyens vivent ça? Bien, c'est sûr que pour eux autres, c'est un sentiment d'insécurité de voir des gens qui circulent sur le terrain. Puis c'est sûr qu'en ayant un numéro de téléphone où ils peuvent appeler. C'est de là que ça part les pancartes puis les numéros de téléphone parce que les gens appelaient le 911, ce qui retardait des fois la venue de la GRC parce que transférer d'un bras à l'autre, fait que comme ça, bien, ils peuvent appeler la GRC directement, puis ça va plus vite. De dire, écoutez, c'est beau de vouloir démanteler les passeurs, les réseaux de passeurs, de se préoccuper des migrants, c'est correct, mais qui s'occupe des citoyens? Qui se préoccupe d'eux? Quand ils appellent à la GRC, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de numéro de téléphone. Alors, pourquoi ne pas créer un numéro unique où les citoyens se sentent en confiance d'appeler et qu'il y a un suivi qui se passe par la suite? Puis après ça, bien, la GRC a poussé avec sa créativité pour créer les affiches et mis dans des endroits très stratégiques pour poursuivre l'information des citoyens.
les citoyens, la communauté sont sur la ligne de front d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'ils vivent comme défi ou qu'est-ce que vous leur recommandez s'ils se retrouvent au milieu d'une situation comme celle-là? Bien, au fait, c'est justement l'initiative qu'on a mis en place, puis la proximité qu'on veut avoir avec les citoyens en collaboration avec les maires, mairesses et Madame la députée également sur le territoire. C'est vraiment d'encourager les gens à communiquer avec nous lorsqu'ils voient quelque chose de suspect. C'est évident que personne aime avoir des gens à 10 heures le soir sur leur terrain, marcher tout simplement. Donc, c'est vraiment ces informations-là qui nous permettent de mieux agir, d'être plus efficaces, d'être plus rapides aussi. Et cet hiver, comme je disais plus tôt, nous avons plusieurs opérations de recherche et sauvetage et les informations des citoyens ont assurément permis de sauver des vies. Il faut savoir que sur la frontière, il y a des familles qui traversent, il y a des enfants et la rapidité à laquelle on intervient est extrêmement importante, spécialement l'hiver quand il fait froid. Le nerf de la guerre, c'est l'information. Alors, plus le réseau de la GRC est informé, mieux et plus vite sont capables à la fois de sauver des vies, mais aussi de mettre la main et démanteler les réseaux des passeurs criminels. Que nous réserve l'avenir? C'est le thème d'un colloque organisé à Victoriaville et qui réunissait des intervenants municipaux qui devaient se projeter en 2050 et Sylvana Suarez de la télévision de l'Érable était à ce colloque. C'est notre 34e édition. On réunit des élus, des fonctionnaires municipaux d'un peu partout au Québec pour les alimenter, les inspirer, les accompagner dans leurs décisions qui concernent la qualité de vie et la santé globale de leur population. L'activité, il y a le colloque en entier. Aujourd'hui, ce matin, il y a la conférence sur les changements climatiques, le développement durable, mais les gens auront accès à une programmation complète d'ateliers sur différents sujets qui va toucher la participation, les liens intergénérationnels, la gouvernance, même des liens avec la population, nos directions générales dans nos villes. Donc, c'est vraiment de voir dans l'ensemble comment, comme communauté, on peut prendre des décisions, on peut favoriser un développement de nos communautés qui va tenir compte de la réalité des populations, mais aussi de notre environnement. Alors, on va, à travers ces 2 journées-là, traverser différents éléments. On a des prix qu'on va remettre à des gens pour souligner leur implication, leur inspiration. On leur fait vivre un scénario jusqu'en 2050, où là, ils sont vraiment mis dans le contexte où on vit des situations de changement climatique assez importants. L'animatrice nous guide à travers ces changements climatiques-là, l'évolution vers 2050. Et là, en équipe, par table, on vit les expériences, on doit faire des choix, on doit prendre des décisions pour faire en sorte que finalement, on atténue les changements climatiques et on vit un développement durable. On a développé un concept parce que le développement durable, oui, c'est les questions environnementales, mais c'est aussi les questions sociales. Donc, comment on pouvait faire le pont entre les changements climatiques et les besoins de la population sur leur qualité de vie, leur impact sur la santé. C'est comme ça qu'on a construit une activité interactive pour faire vivre vraiment une expérience à nos participantes, à nos participants, pour qu'ils puissent repartir dans leur milieu avec des idées concrètes, des inspirations, mais aussi des décisions à prendre, de voir le processus qui doit être mis en place dans leur milieu. L'activité d'aujourd'hui est, on peut dire, c'est un volet d'Espace Muni. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est l'Espace Muni? Oui, avec plaisir. Espace Muni, c'est un organisme qui a plus de 35 ans d'existence, qui vise vraiment à accompagner le milieu municipal à travers tout le Québec sur toutes les questions sociales, de santé, de qualité de vie. Et on va, par exemple, soutenir les familles avec des programmes comme la politique familiale municipale, nos aînés avec MADA, Municipalité Amie des aînés, les enfants aussi, la place des jeunes qui sont nos citoyens d'aujourd'hui et de demain, comment on peut faire en sorte qu'ils ont un droit de parole, ils peuvent participer pleinement à la vie démocratique et sociale de leur communauté. De participation citoyenne, c'est aussi une réalité dans les municipalités, comment on travaille avec nos citoyens, donc comment les municipalités peuvent finalement mettre en place des projets, prendre des décisions qui vont aussi impliquer le citoyen. C'est tout ça, Espace Muni. Une vague de chaleur extrême frappe le sud et l'est du Québec depuis maintenant 4 jours et inquiète de plus en plus les citoyens pour qui le souvenir de la sécheresse d'il y a quelques années est encore frais à leur mémoire.
Selon la santé publique, cette vague de chaleur mettrait en danger la sécurité et la santé des populations, notamment celle des jeunes enfants et des aînés. Plusieurs personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ou respiratoires ont dû être hospitalisées. Le taux d'occupation moyen des urgences au Québec a atteint hier un niveau alarmant de 170 %, alors que la métropole affichait, quant à elle, un taux de 242 %, un chiffre atypique pour la période estivale. Face à cette situation, les municipalités sont en alerte. Elles prolongent les heures d'accès aux piscines et insistent sur l'importance de s'hydrater pour limiter les risques. Elles lancent un appel à la solidarité entre les citoyens pour s'entraider et demandent aux organisations du territoire ayant des locaux climatisés de les mettre à la disposition de la population. Et à la météo, Noémie, on aura encore quelques journées de chaleur oppressante. En effet, cette année, bienvenue en 2030, les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses incitent le gouvernement provincial à donner une directive visant à réduire les îlots de chaleur sur nos territoires. D'ici 2035, toutes les municipalités du Québec, sans exception, devront déminéraliser 30 % de leur surface pavée publique sur leur territoire et les reverdir en plantant des arbres à grand déploiement. 30 %, c'est énorme, mais c'est une directive, c'est pas une option, c'est une question de santé publique. Bon, juste pour clarifier, déminéraliser, c'est quoi? On enlève les surfaces minérales qui retiennent la chaleur, béton, asphalte. Cette nouvelle directive soulève beaucoup de questions. Comment les citoyens et les commerçants vont-ils réagir à cette nouvelle, sachant que des cases de stationnement vont forcément disparaître? Étant en plein cœur d'une vague de chaleur en moment de crise, est-ce que c'est le bon moment pour faire cette annonce, cette demande aux municipalités? Finalement, est-ce que le lien entre la déminéralisation, l'augmentation de la canopée, soit la couverture des arbres sur le territoire, et la réduction des îlots de chaleur est clair pour les citoyens? Une nouvelle de dernière minute vient tout juste de tomber. Les pluies verglaçantes qui sévissent dans le nord du Québec pourraient occasionner, au cours des prochaines heures, voire des prochaines minutes, une rupture d'approvisionnement en électricité pour l'ensemble du territoire. Les autorités se veulent rassurantes, mais demandent à la population de se tenir prête. En effet, le réchauffement hivernal moyen a entraîné un déplacement vers le nord des épisodes de pluie verglaçante. En janvier, le Québec a enregistré 135 mm de verglas sur une période de 8 jours, une quantité 35 % supérieure à celle de la crise du verglas de 1998 qui avait duré 5 jours. Rappelons que le Québec fait face à une crise énergétique sans précédent. Au cours des 10 dernières années, la demande en électricité a connu une croissance s'expliquant en grande partie par l'implantation de nombreuses industries dans le domaine de stockage de données, de la crypto-monnaie et de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, les épisodes répétés de sécheresse et de chaleur extrême ont réduit la capacité de production hydroélectrique. Les infrastructures critiques sont sous tension. Certains hôpitaux, comme par exemple Bienvenue en 2035. Il fait jusqu'à 3 degrés de plus qu'en 2004. Votre ville subit les contre-coups de cette panne généralisée, tout comme la nôtre. Arrêt de services municipaux, interruption de production pour plusieurs PME et hausse marquée de la précarité énergétique chez plusieurs citoyens et citoyennes. L'accès à Internet et aux différents modes de télécommunication est difficile, est inconsistant, dû à des pannes de serveurs et des centres de données. Les infrastructures critiques sont sous tension. Certains hôpitaux, centres de santé ne disposent que de 24 à 48 heures d'autonomie. Les populations vulnérables, particulièrement les aînés, ainsi que les personnes dépendantes aux dispositifs médicaux, sont fortement touchées. Les écosystèmes sont fragilisés. On observe une mortalité accrue au nord des espèces sensibles au gel prolongé. Est-ce que pensez-vous qu'après l'activité,
il y a une importance plus grande sur les décisions que les citoyens doivent prendre quotidiennement? Ah, assurément. Puis le rôle du conseiller, des maires, donc les conseils municipaux sont de plus en plus importants. Un, c'est d'être à l'écoute, mais surtout de jouer un rôle de leader, d'amener cette réflexion-là au niveau des populations, puis de les sensibiliser correctement, positivement, puis justement d'amener ce tissu social-là à un bon niveau pour être vraiment ensemble, unis pour oui, des défis, mais surtout sentir qu'une communauté sont derrière nous, donc éviter l'individualité. On est chanceux à Plessisville, on a vraiment une belle communauté unie, là, c'est ce qui fait notre distinction, donc miser sur cette force-là chez nous, ça sera important. Est-ce que, après l'activité, vous pensez que vous avez accompli l'objectif de l'activité réellement pour, après peut-être, de connaître les décisions des citoyens? Pour retourner à l'image de semer quelque chose, je pense que c'est pas demain qu'on va récolter toutes les solutions. Mais à la fin de l'atelier, on faisait ce qu'on appelle un nuage de mots. On invitait les participants à écrire quelques mots pour dire qu'est-ce qu'ils avaient retenu puis ce qu'ils avaient envie de poser comme geste, comme action concrète de retour chez eux. Et les mots qui sont apparus à l'écran me font répondre oui, on a vu solidarité, espoir, vivre ensemble, action. Je pense que collectivement, on a envie de bouger, on a envie d'être créatif puis de faire face au changement climatique. Donc, nous, ce qu'on voulait tout simplement, c'était susciter des échanges, puis faire en sorte que dans un contexte de jeu, les gens commencent à réfléchir parce que quand on se retrouve au milieu d'une crise, c'est beaucoup plus difficile de prendre des décisions qui sont éclairées. Alors, on voulait faire ce travail-là en amont, puis je pense que pour ce volet-là, c'est mission accomplie. L'entreprise Plastique Gagnon de Saint-Jean-Port-Joli vient d'inaugurer une nouvelle usine à Lévis et Mario Lacombe de CMA TV a rencontré les entrepreneurs pour connaître leurs ambitions. C'est jeudi que les dirigeants de Plastique Gagnon nous invitaient à l'inauguration de leur nouvelle usine située dans l'Innoparc à Lévis. On explique ici le but de cette acquisition. Danny Tremblay, vice-président Plastique Gagnon. En fait, le site de Saint-Jean-Port-Joli, on avait atteint la capacité maximale du terrain qui était possible de construire. On était entouré de champs agricoles, donc on a atteint la capacité maximale. On cherchait un partenaire pour grandir et on cherchait un lieu aussi pour construire notre usine pour les agrandissements futurs. Donc l'entreprise, le terrain qu'on a ici actuellement nous permet d'agrandir 2 fois encore en superficie. J'ai voulu également savoir ce qui a motivé l'entreprise d'acquérir ces terrains et d'en faire la construction de leur deuxième usine. Monsieur Guillaume Joly, directeur de l'usine de Lévis. Parce qu'en 2021, Plastique Gagnon a acheté Keplas Injection. Moi, j'étais un des propriétaires de Keplas Injection. On était déjà situé à Lévis, mais en location par contre. Et là, investissement d'acheter des nouvelles machines, louer des locaux un peu plus grands, on était rendu à une capacité que ça marchait plus, puis on était d'une efficacité très mauvaise. Là. On se marchait sous les pieds, puis on était rendu à un niveau qu'on n'était pas capable de robotiser. On n'avait pas assez d'espace. Fait que là, c'est pour ça qu'on s'est opté pour le choix de l'Innoparc, par contre. Là. Connu et reconnu depuis 67 ans comme fabricant de pièces de plastique moulées par injection au Québec, l'entreprise qui a son siège social dans la région de la Côte-du-Sud, plus précisément à Saint-Jean-Port-Joli, peut compter sur un apport extraordinaire de compétences et de passion avec ses 30 employés de l'usine de Lévis qui viennent s'ajouter aux 150 autres déjà en place. À nouveau, M. Joly. Ici, à Lévis, de plus, ça a créé environ 30 emplois de plus ici à Lévis, mais total employé, on est environ 180 avec les 2 usines ensemble avec Saint-Jean-Port-Joli. Cette nouvelle usine représente un beau défi et permettra de poursuivre sa croissance sur plusieurs marchés québécois et canadiens. Avec une augmentation de plus de 20 % de la capacité de production, Plastique Gagnon compte faire des percées dans de nouveaux secteurs de l'industrie des plastiques et des polymères, comme l'électrification des moyens de transport. Danny Tremblay, vice-président, nous explique la mission de ces 2 usines. En fait, sur les 2 sites, on fabrique les mêmes produits, on est capable de fabriquer les mêmes produits. Et notre clientèle est actuellement dans les sports motorisés
On est aussi dans l'automobile. On développe de plus en plus le marché de l'automobile. On est dans le minier. On est aussi dans la défense. Et on a 1000 clients dans toutes sortes de catégories que ce serait trop long d'expliquer. Mais entre autres, la fibre optique, le micro-injection. Nous, on part d'un dessin. Puis, on fait les aménagements, on suggère aux clients des aménagements pour la rendre plus performante. Par la suite, on part en soumission et on fait fabriquer des moules pour les pièces. Une fois les moules fabriqués, on les teste, on les met au point et par la suite, on produit les pièces selon les relâches de clients qui souhaitent avoir. En terminant, la construction de l'usine de Lévis s'inscrit dans un plan de développement pour l'équipe de Plastique Gagnon. Rappelons que depuis 2019, plus de 25 millions ont été investis pour l'achat d'équipements, 22 presses et 8 robots, l'implantation de solutions technologiques ainsi que la réalisation de projets d'aménagement majeurs à son siège social. Mario Lacombe à Lévis pour CMA TV Information. La ville de Thetford a un commissaire à l'économie circulaire et Guy Jacques de TVCRA l'a rencontré dans le cadre d'un forum technologique ouvert. Nous sommes aujourd'hui à la Maison de la culture de Thetford Mines dans le cadre du forum technologique ouvert et nous rencontrons finalement M. Ludovic Beauregard, commissaire en économie circulaire à la SDE de Thetford. Bonjour M. Beauregard. Bonjour. Combien de participants aujourd'hui à ce forum de discussion? Une bonne cinquantaine de participants. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs composantes de la population qui occupe le territoire qui se sont présentés. Donc, on a autant des citoyens que des organismes, que des entreprises. Puis c'était vraiment l'objectif aujourd'hui de pouvoir entendre l'ensemble de l'écosystème territorial. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs qui sont reliés à cette journée? Oui. L'objectif ultime, c'est de développer puis de déposer un plan stratégique à l'automne cette année pour encadrer tout le développement, je dirais, de la filière minière. En gros, c'est un des principaux objectifs. Les autres objectifs, c'est de développer puis d'écouter les citoyens puis les participants sur quelles sont les valeurs qu'on veut développer régionalement, quels sont les moyens qu'on peut prendre pour atteindre nos objectifs. Donc, c'est en gros une grosse journée de réflexion. Et c'est encore en collaboration, je crois, avec la firme Coboom. Exactement. Donc, le comité du Gris ouvert, en partenariat avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et de la MRC des Appalaches et de la SDE, ont appelé Coboom pour nous aider dans des planifications d'activités. C'est la deuxième activité. La première activité, c'était Homo economicus, où on réfléchissait plus sur les prospectives mondiales. Là, on s'en va beaucoup plus régionalement. Donc, on veut trouver des idées, comme je disais, des valeurs, puis développer des objectifs pour développer le territoire d'ici 2040. Est-ce qu'on doit s'attendre finalement à ce que la prochaine activité ait un angle plus restreint, soit encore plus régional, mais quoi qu'elle l'est beaucoup aujourd'hui? C'est exactement ça. Là, c'est le principe de l'entonnoir. Donc là, le noyau, je me plais à dire là, que c'est aujourd'hui pas mal l'activité la plus importante pour donner son opinion. C'est tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui, les connaissances, le jus qu'on va recueillir, va nous permettre dans des activités, comme vous dites, plus ciblées, via le comité du Gris ouvert ou via des acteurs vraiment précis pour aller chercher plus d'informations, soit scientifiques ou autres. Donc oui, on va avoir d'autres activités, mais plus restreintes. Est-ce que vous avez d'autres attentes par rapport à cette journée? Non, j'essaie de jamais avoir d'attente dans la vie. J'ai super confiance en ce qui va sortir de ce qu'il y a à sortir aujourd'hui, en fait. Mais la base, c'est que les gens sont là. Donc, ce qui va sortir de la réflexion aujourd'hui, ça va être la bonne chose. Et tout ça va amener finalement à la production du plan stratégique RMA Horizon 2040. C'est bien ça? Exactement. Puis tu sais, quand vous dites le plan stratégique RMA, résidus miniers, mais maintenant, justement, par les activités, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus large que seulement les résidus miniers. On touche là le développement des territoires miniers, que ce soit par les développements sur ces territoires-là de projets de captation, séquestration de CO2, de revalorisation ou même d'occuper le territoire pour développer du tourisme ou des énergies renouvelables. On se rend compte que c'est un grand projet plus d'économie circulaire qui va encadrer la filière minière. Parfait. Eh bien, merci, M. Beauregard. On vous souhaite une très bonne journée, des discussions très enrichissantes. Merci à vous. Le ministre responsable de la région de Québec, Jonathan Julien, était de passage à Saint-Urbain pour confirmer une importante aide financière de 34 millions de dollars à une entreprise de galvanisation. Un reportage de Mathieu Larivière de TVCO.
Le gouvernement du Québec a récemment annoncé un appui financier de 34 millions de dollars pour la nouvelle usine de galvanisation qui sera située au cœur du parc industriel de Saint-Urbain. En visite sur les lieux, le ministre de la Capitale-Nationale et des Infrastructures, M. Jonathan Julien, a précisé que la majeure partie de cette somme sera octroyée sous forme de prêt à l'entreprise dirigée par M. Charles Simard. Alors, l'aide financière va nous permettre justement de stimuler le développement économique de la région, le développement économique du Québec, dans un créneau où on me dit qu'actuellement, la concurrence n'est pas vraiment là. Vous allez devenir un joueur important pour le Québec, donc on est très fiers de ça. L'usine tentera de répondre à des besoins en acier galvanisé qui sont en constante augmentation. La demande est croissante pour des services de galvanisation. On parle potentiellement à pleine capacité de 75 000 tonnes par année. J'ai de la misère à figurer ça veut dire quoi, mais je comprends que c'est un grand volume. Alors, puis en plus, vous le faites avec un grand souci de l'environnement, avec l'énergie renouvelable, avec ici l'entrepôt, tu me disais que c'est pour une dizaine de jours d'entreposage à l'intérieur, ça évite des enjeux environnementaux à l'extérieur. Donc ce souci-là, dans votre créneau d'activité qui est à la bonne place, de l'énergie propre, des besoins qui sont là, alors vous allez bien y répondre. L'entreprise projette d'embaucher 95 personnes, dont la grande majorité pourra être formée sur place. Des emplois bien rémunérés, on l'a mentionné, près de 95 emplois où le salaire va être plus élevé que la moyenne dans la région de Charlevoix, plus élevé même parfois que la moyenne au Québec. Donc, ça va attirer des gens en région. Ça va, d'une part, donner du travail à nos gens en région, nos jeunes qui veulent un emploi stable, bien rémunéré, qui n'auront pas besoin d'aller nécessairement à Québec. Merci d'avoir fait ça chez nous, à Saint-Urbain. Merci de pas... Je sais que l'attrait des grands centres, parfois, la proximité aussi, c'est attirant, mais merci de faire ça chez nous. De donner envie aussi aux gens de rester dans la région. La maman en moi est jalouse de vos projets comme la garderie qui va être offerte, les soins de santé. Ce sont des choses qui vont faire en sorte que les gens vont avoir envie de rester ici dans la région et travailler pour vous. Le ministre Julien a rappelé que ce nouveau développement contribuera à diversifier l'économie de la région de Charlevoix. Ici, dans une région plus touristique, amener de l'industriel, ça c'est une vraie diversification. C'est-à-dire que quand il y a des mauvais coups touristiques, l'industriel compense. Quand il y a des mauvais coups industriels, là, ça fait qu'on est plus stable. C'est-à-dire que, dépendant des aléas contextuels, on a une stabilité. Ça, c'est une vraie diversification. L'entrepreneur à la tête du projet révèle que des démarches ont déjà été entreprises afin d'organiser le recrutement de la main-d'œuvre. On a beaucoup de CV. On a fait le Salon de l'emploi de Charlevoix il y a quelques semaines. Puis il y a eu une très bonne réponse. Puis notre directrice des ressources humaines me disait qu'on a beaucoup de CV de rentrée. Donc ça va très bien de ce côté-là. M. Simard s'attend à ce qu'une grande partie des employés puissent être embauchés dans la région. Ça va être surtout des gens de Charlevoix, de Baie-Saint-Paul et toute la région. Mais il va y en avoir aussi qui vont venir peut-être de régions plus loin, mais quand même proches. Exemple, Saint-Tite-des-Caps, Ville-l'Abbé. Ça va être des gens qui vont venir de Sainte-Anne-de-Beaupré. Des services complémentaires seront également offerts aux employés de l'entreprise. Entre autres, on va avoir un service de garderie là, pour les enfants de nos employés. Puis on veut mettre aussi en place une infirmière à temps plein pour nos employés, là, puis faire des suivis de CSST où les gens veulent faire prendre leur pression. Le gouvernement du Québec reconnaît le volet éco-responsable du projet qui limitera grandement les rejets dans l'environnement. Il y a un volet de 9 millions qui est lié à l'environnement, dans le montage de 35 millions. Fait que c'est certain que ce volet-là est relié au fait qu'il est éco-responsable, carboneutre, en tout cas je pense qu'il l'est presque s'il ne l'est pas. Énergie renouvelable, avec un traitement intérieur qui empêche justement de contaminer les sols extérieurs. C'est pour ça que l'entrepôt aussi permet d'entreposer pour 10 jours. Fait que c'est sûr qu'une partie du financement du gouvernement est directement liée à ça. La mise en opération de l'usine s'effectuera potentiellement au début de l'an prochain. Les prochaines étapes, ça va être de terminer notre bâtiment,
installer notre ligne de galvanisation. Et puis ensuite, Mélanie, notre directrice des ressources humaines, va engager les travailleurs, j'imagine au mois de novembre, quelque chose comme ça, dans ces alentours-là. Puis ensuite, on pense faire le premier dipping, le premier trempage au début de l'année 2026. La mairesse Claudette Simard a tenu à souligner que l'inauguration de l'usine Galveco marquera un tournant important pour l'avenir de sa municipalité. Pour Saint-Urbain, la venue de Galveco amènera à continuer le développement plus rapidement de la municipalité, d'accueillir de nouvelles familles, de nouveaux services, des emplois. Alors je souhaite le meilleur des succès à votre entreprise et sachez que vous pourrez toujours compter sur la collaboration de notre municipalité. Plusieurs partenaires publics et privés ont contribué aux investissements du projet qui est aujourd'hui estimé à 70 millions de dollars. Zachary Marchand de CJSR nous rapporte qu'on ne lésine pas sur la sécurité au travail à l'usine BP Canada de Pont-Rouge. Le vendredi 2 mai se déroulait la journée santé et sécurité au travail à l'usine BP Canada de Pont-Rouge. Plus de 100 employés étaient présents lors de cette journée et plusieurs activités ont eu lieu pour remercier les travailleurs de l'usine. C'est quelque chose qui est très important, la valorisation des employés, puis que l'employé soit bien dans notre usine, qu'il soit bien dans la vie, puis on prend soin de nos gens, puis on aime prendre soin de nos gens. C'est ça qu'elle fait. Ça fait maintenant plus de 2 ans que BP Canada a été acquis par l'entreprise Saint-Gobain. Depuis l'achat, plusieurs changements majeurs en lien avec la santé et sécurité ont été faits. C'est impressionnant parce que la santé et sécurité a toujours eu lieu ici à Pont-Rouge quand même avec les procédures de cadenassage et de sécurité. Mais l'emphase que ça a pris avec Saint-Gobain, c'est assez impressionnant. L'usine BP Canada fêtera son 120e anniversaire cette année et vendredi passé, c'était la première édition de la journée santé et sécurité au travail. Il aura fallu moins d'1 an à l'entreprise Saint-Gobain pour mettre en place une journée de la sorte à Pont-Rouge. C'est une première, la journée sécurité, puis ça montre que l'évolution que Saint-Gobain apporte à l'usine. L'usine de Pont-Rouge a été exceptionnellement mobilisée toute la journée du vendredi pour que les travailleurs puissent participer à cet événement et le directeur semble très satisfait de l'engouement de ses employés. Selon ce que je vois, le taux de participation est très élevé. Ça me fait agréablement surprise. Le monde s'implique, le monde semble intéressé, les activités, tout ça. Je pense que c'est de la bonne augure pour les années à venir aussi. En termes d'activité, les employés étaient servis. Dès 7h30, les membres du personnel pouvaient profiter d'une collation offerte avant d'assister au discours des dirigeants. Ensuite, de 9 à 10 heures, 3 présentations interactives ont été présentées par le coordonnateur santé-sécurité au travail. Après cela, une remise de prix et de trophées a eu lieu pour féliciter certains travailleurs ayant respecté de façon exemplaire les mesures de santé et sécurité. Par la suite, les employés avaient accès à de nombreux ateliers pratiques pour perfectionner leurs connaissances en SST. La journée s'est complétée avec un party pizza sur l'heure du midi. Cette journée n'aurait jamais vu le jour sans le travail d'Eugène Mavungu, le coordonnateur de santé et sécurité au travail et de son comité d'organisation. Cette journée a été réalisée également de concert avec mon comité d'organisation et je tiens à souligner tous les efforts que nous avons réalisés et pour vous dire, je suis très content de ce qui vient de se passer ici à l'usine. L'entreprise Saint-Gobain compte maintenant plus de 160 000 employés répartis dans 80 pays et compte offrir une journée de santé-sécurité au travail dans toutes ses usines à chaque année. Un reportage de Zachary Marchand, CJSR, Pont-Rouge. Valérie Pinault de Télévague nous présente une éducatrice spécialisée qui propose, pour différentes clientèles, des interventions en zoothérapie. Pourquoi vous avez décidé de travailler en zoothérapie? Oh là là, bonne question.
Dans le fond, moi, je suis éducatrice spécialisée depuis 16 ans. Je me passionne beaucoup pour l'intervention. Et dans le fond, j'avais entendu parler de la zoothérapie, que ça pouvait avoir plusieurs bienfaits chez les enfants qui vivaient des grosses choses. Donc, j'ai décidé d'aller me former à cette époque-là à Zoothérapie Québec. Et par la suite, j'ai décidé d'aller me former avec une formation reconnue là, pour pouvoir aller plus loin. Donc, j'avais commencé avec mon petit lapin dans mes débuts quand j'étais au centre de pédiatrie sociale à Sainte-Anne-des-Monts. J'ai eu un jeune que, lui, dans le fond, avec tout ce qu'il avait vécu, il ne voulait plus parler avec des intervenants. Donc, j'ai privilégié l'approche avec le lapin. Donc, je lui ai dit, ben, parle avec mon lapin, il ne pourra pas dire qu'est-ce que tu lui dis. Et là, on a réussi à créer un lien ensemble. On a été capable d'aller plus loin. Puis, à ce moment-là, j'ai commencé à intégrer la zoothérapie, là. À qui ça s'adresse exactement, la zoothérapie? Oh mon Dieu, ça s'adresse pas mal à tous les âges, je dirais. Moi, je me spécialise plus avec la clientèle jeunesse. Dans le fond, faut être formé là, en relation d'aide et ensuite, il faut faire un cours reconnu par la Corporation des zoothérapeutes. Donc, on parle d'un cours de plus de 500 heures où on va apprendre justement comment intervenir avec les différentes clientèles. On va aussi apprendre tout ce qui est comportement de l'animal. Les soins, comment aussi le toilettage et tout ça, pour justement être toujours à l'affût là, si notre animal se sent bien ou moins bien là, pendant un atelier. C'est quoi les sortes d'animaux qu'on peut faire de la zoothérapie avec? Il y a pas mal beaucoup d'animaux. Moi, je me spécialise plus avec les chiens, chiens, hérissons, lapins et j'ai aussi des rats. C'est pas commun, mais ça convient. Dans le fond, chaque animal peut convenir avec une clientèle différente. Comme moi, dans le fond, mes lapins, c'est des proies, donc je les prends plus avec des enfants qui ont un côté anxieux. Le hérisson, lui, par ses moyens de défense, va sortir ses piquants. Donc, je prends plus comme les enfants qui ont de la difficulté avec leur colère, avec leurs émotions. Et les rats, ben, c'est un animal qui bouge vraiment beaucoup. Donc, je prends plus avec des enfants qui ont beaucoup d'énergie. Donc, il s'associe beaucoup à l'animal. Là. Il est comme moi. Des fois, il y a de la misère à se calmer, il y a de la misère à s'arrêter. Aujourd'hui, j'ai Germain avec moi. Germain qui est un petit caniche moyen de 3 ans. Germain, c'est mon chien, dans le fond, qui m'accompagne en zoothérapie. Il a été désensibilisé. Dans le fond, on l'a formé ensemble. Il a été dressé pour faire de la zoothérapie, venir avec moi. Germain, dans le fond, lui, il convient pas mal à toutes sortes de clientèles, sauf que c'est comme un chien, comment je dirais, un chien passe-partout. C'est pas tous les animaux qui sont capables de faire ça. Puis il faut quand même respecter ses besoins puis qu'est-ce qu'il nous communique. Sinon, aujourd'hui aussi, j'ai mon petit hérisson qui s'appelle Minifée, petit hérisson là, de presque 1 an. C'est quoi les bienfaits de la zoothérapie? Il y en a beaucoup. Dans le fond, juste par sa présence, le chien, il va produire une hormone chez les humains qui s'appelle la sérotonine. C'est l'hormone du bonheur. Donc, juste par sa présence, il va produire ça chez les humains. Aussi, il y a des études qui ont été montrées que le chien pouvait baisser la pression artérielle chez certaines personnes. Donc, déjà, en partant sans avoir fait un atelier ou commencer à travailler un objectif, on a déjà des bienfaits. L'animal va nous servir un peu de miroir, si on veut. Donc, on va être capable de mettre l'animal à la place de la personne, faire des liens avec l'animal, comment il se sent, et avec la personne. Ça va être aussi un agent de motivation. Il va aider, il va être là justement pour motiver la personne ou l'enfant à aller plus loin. Ça devient aussi un agent de communication. Donc, il y a plein de bienfaits là, en zoothérapie. Je me suis formée en sciences cognitives du langage, donc j'intègre de la lecture et les animaux. C'est une pratique qui est pratiquée qui s'appelle la lecture assistée par l'animal. Donc, on va aller chercher les composants de l'écrit. On va aller voir les inférences, comment l'histoire peut terminer. On va aller voir tout ce qui est aussi au niveau du vocabulaire. Et après ça, dans le fond, on va avoir une partie avec l'animal. Donc, je choisis toujours un livre qui est en lien avec les animaux que j'apporte. Comme aujourd'hui, on a un livre sur un chien qui s'appelle Moustache. Et le chien, dans le fond, dans mon livre, il parle dans son langage de chien. Et après, nous, en deuxième partie, on essaie d'analyser ce que Germain nous dit durant l'atelier. Germain nous communique plusieurs choses. Il va nous dire « Ah, je veux jouer », il va nous dire « Ah, je vais aller voir les amis ». Fait qu'il va nous montrer ses signaux, là, puis ses moyens de communication, là. Dans le fond, j'ai un site Internet, c'est www.piquetpoil.ca. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Donc, c'est ça, je me déplace en Gaspésie. J'ai plusieurs autres services. J'ai des programmes scolaires en zoothérapie.
sur l'anxiété, sur les émotions, les habiletés sociales. Je fais aussi des visites animalières, zoolecture et aussi des suivis individuels là, pour les petits cocos qui ont des difficultés. Merci, Linda, c'est très intéressant. Bien, merci beaucoup. Marie-Claire Roy de la télévision de la Haute-Gaspésie a rencontré les organisateurs de la Grande Vague humaine qui se déroulera le 16 août prochain à Sainte-Anne-des-Monts. Aujourd'hui, on va parler de vagues, mais de vagues humaines avec Serge Chrétien et Martin Saint-Pierre. Bonjour, ça va bien? Bonjour Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Merci. Serge, on a quelques minutes pour que tu nous expliques un peu c'est quoi le projet de la vague humaine. Bon, la vague humaine, ça s'est fait en 2010, en 2012. On l'a refait 15 ans plus tard, le 16 août, à Sainte-Anne-des-Monts. Ça va être sur 1,5 km rempli de gens. On veut avoir 10 000 personnes. C'est une rue avec 6 scènes active avec de la musique, une vingtaine d'artistes qui vont débouler d'un bord puis de l'autre, et aussi des gens en déambulatoire pour animer toute cette foule-là. Wow. Là, je m'aimerais m'adresser aux gens qui sont à l'extérieur, les Gaspésiens hors Gaspésie. Si ça vous aide, venez nous trouver. Puis sinon, encouragez-nous avec un don peut-être sur le site de l'Association du cancer de l'Est du Québec, parce qu'on fait ça pour lutter contre le cancer. Oui, c'est un gros projet. Ça commence à quelle heure? Ça se termine à quelle heure? Ça commence à 10 h le matin, puis comme je le disais, ça commence très fort. Donc, soyez là très tôt. Puis ça va se terminer autour de 16h, 16h30, 17h selon le cas, selon quand on va être capable de faire la vague. Oui. Parce que c'est une grosse organisation de placer 10 000 personnes. Avec un parapluie, parce que cette année, c'est avec un parapluie, on amène tout le monde, pas parce qu'il va pleuvoir, mais parce qu'on a besoin pour symboliquement se protéger de la maladie. Fait qu'on va vous expliquer comment ça va fonctionner là-bas avec votre parapluie, mais oubliez-le pas. Bon, mais dans le fond, là, à 16h, ça ne se termine pas vraiment pour de vrai. Il y a Martin Saint-Pierre qui va poursuivre la soirée jusqu'aux petites heures du matin. Tu nous expliques un peu, parce que c'est le Festival Rétro Festival Rétro en direct, 3e édition, qu'on fait conjointement avec la Vague humaine, naturellement. À partir de 16h, on invite les gens à venir s'amuser sur la musique rétro, danse sociale, orchestre, disco des années 80. C'est pour finir en beauté cette magnifique journée. Puis il va y avoir des surprises pendant la soirée, mais on ne peut pas le dire. C'est sûr. Puis là, il y a un groupe régional aussi, un groupe de la région ici qui va faire les frais de la musique pendant la soirée. Les gars de la baie, qui ont connu un grand succès l'année passée à la 2e édition, tout le monde les réclamait. Ils nous ont promis une soirée dansante hors pair. On va avoir de la danse sociale au départ, un 5 à 7 de danse sociale. Après ça, Serge va venir faire l'ouverture de la soirée officielle. L'orchestre va arriver naturellement avec sa musique, ça va danser, ça va être fou. Par la suite, on finit ça avec du disco des années 80. Oui, puis le disco des années 80, on connaît ça avec Martin, là, c'est difficile de débarquer de la salle de danse, on ne peut pas débarquer. Puis des surprises, il va en avoir. Puis vous vous attendez à avoir combien de personnes? Si on attend 10 000 personnes dans la journée à l'Arena? C'est sûr qu'à l'Arena, c'est plus restreint un petit peu parce qu'on a des normes et de la sécurité. On s'attend peut-être d'avoir 15 à 1800 personnes. On conseille aux gens de s'acheter des billets à l'avance. Et naturellement, on va essayer de placer tout le monde quand même parce que 8 000 ou 10 000 personnes, on ne peut pas placer ça. Mais on va essayer d'en rentrer le plus possible pour s'amuser naturellement, pour fêter cette belle journée. Puis un petit mot pour terminer, Serge, de ton côté. Bien, c'est l'activité, je pense que ça va être l'activité de la décennie, j'aime ça dire ça. Oui. Ça va être le fun parce que c'est rassembleur. On le fait pour la bonne cause. Tout le monde connaît quelqu'un qui est touché par la maladie, le cancer. Ça fait que c'est dur, la maladie, mais cet événement-là fait que ça va être un peu moins dur peut-être. C'est ce qu'on souhaite. Les deux objectifs, c'est d'avoir le rassemblement, que les gens viennent nous trouver pour trouver réconfort, trouver du support avec l'ensemble des gens qui sont là. On sait comment ça peut être dynamisant. Puis l'objectif financier aussi, bien sûr, parce qu'on a un objectif. En 3 vagues, l'objectif, c'est 100 000 $. Ouais. À partir de 2010, les 2 premières, on avait donné 68. Là, on vise 32, puis les objectifs, c'est fait pour être dépassés. Oui, exactement, largement. Martin? Moi, écoute, ensemble, on peut réussir. Ça, c'est certain. Moi, je suis convaincu qu'ensemble, on peut faire des grandes choses. Ça fait qu'on vous invite le 16 août à Sainte-Anne-des-Monts. Et le slogan, c'est pas pour rien, c'est ensemble, tout est possible. L'exposition Espèces en voie d'apparition est à l'affiche tout l'été à la chapelle des Culs-de-Berre à Berthierville et CTRB a rencontré les artistes.
Nous sommes sur les lieux de la chapelle pour rencontrer un des exposants qui tiendra une exposition extérieure cet été à la chapelle, composée de Stéphanie Lagueux et Jonathan Lécuyer. Alors, Lagueux-Lécuyer, c'est comme ça que vous vous nommez. Vous allez tenir une exposition extérieure à la chapelle cet été, tout le mois de juin jusqu'à la fin d'août. Alors, avant de nous parler de votre exposition, j'aimerais savoir, c'est qui Lagueux-Lécuyer? Bien, dans le fond, on est un duo d'artistes et aussi un couple dans la vie. On travaille ensemble depuis 98 comme tel. On a débuté nos pratiques après des études en arts plastiques au Cégep Lionel Groulx, puis ensuite à l'Université du Québec en Outaouais. Et ben c'est ça, c'est à peu près en 2009, je dirais, qu'on a vraiment officialisé le duo. Parce que, c'est ça, on travaillait chacun à nos projets respectifs, puis à un moment donné, on a décidé de vraiment unir nos forces, puisque de toute façon, on s'aidait les uns et l'autre, puis on voulait en faire vraiment une façon de vivre, là, puis de travailler ensemble. Donc, voilà. Puis, quel beau projet de vie! Alors, vous allez tenir une exposition. Voulez-vous nous parler un peu en quoi consiste cette exposition et le sens et la démarche artistique qui est derrière l'exposition que vous allez nous présenter? Oui. Dans le fond, Espèces en voie d'apparition, c'est un projet c'est un troupeau de sculptures, en fait, qu'on déplace dans l'espace public. On a un spécimen ici qu'on a apporté avec nous. Et puis, dans le fond, c'est un projet qui a vu le jour, en fait, avec un projet d'intégration des arts à l'architecture. Mais à l'origine, c'était aussi parce qu'on a fait une grande installation en 2015 qui était un labyrinthe fait avec des bouteilles, en fait, 2000 bouteilles d'eau et de toutes sortes de bouteilles de plastique, en fait, et qu'on a installé avec le public dans un parc. Donc, on montait ces bouteilles-là sur des tiges d'aluminium. Ouais. On a fait un carré de 20 par 20 en bois. Puis, les gens, avec ces assemblages de bouteilles qu'on avait, pouvaient intervenir avec soit des crayons. Puis, ça allait commencer sur les bouteilles, puis ça allait finir au cours du courant jusque sur le plancher de bois. On a eu plein de messages, plein d'apparitions de messages. Oui, puis en fait, c'est qu'on a présenté ce projet-là pendant 2 ans, puis à la fin, on s'est retrouvés quand même avec les 2000 bouteilles. Puis on s'est dit, à un moment donné, ça serait vraiment... On les a gardées, puis on se disait, ça serait génial de pouvoir les refondre puis faire autre chose. Puis avec le projet d'intégration des arts à l'architecture, c'est ce qu'on voulait faire. C'est qu'on avait l'intention de prendre la matière plastique et en faire une œuvre, d'en faire un objet précieux. Puis en 2021, on a commencé vraiment cette démarche-là avec le Centre de recherche en design industriel inédit qui est situé au Cégep de Terrebonne. Puis c'est avec eux qu'on a développé, on a fait une première sculpture en argile avec les bouteilles, on l'a numérisée. On l'a ensuite thermoformé avec eux dans leurs installations. Puis depuis ce temps-là, on cherche en fait, c'était un défi de trouver de la matière recyclée. Donc, c'est quand même quelque chose qui est pas... Au début du processus qui était pas là. On n'avait pas de feuilles de plastique. C'est du PETG, donc la même matière que les bouteilles. Donc, depuis ce temps-là, à travers toutes nos recherches, maintenant, ça existe, mais on continue de travailler avec cette matière-là. Puis, dans le fond, quand on a fait les premières sculptures, on en a une vingtaine, environ 25, je dirais. Et puis, en 2022, la première itération du projet de se promener dans les parcs a eu lieu à Terrebonne, Mascouche. Donc, on s'est déplacé dans 6 parcs. Donc, on va sur place, on accroche des câbles, on installe les sculptures. Puis en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les gens se demandent vraiment ce qu'on fait. Ils nous approchent, ils pensent qu'on installe des choses pour les animaux. Puis en fait, ça nous donne l'occasion de vraiment discuter avec eux, de parler de notre démarche, de parler de notre... du plastique, de sa présence dans l'environnement, puis de ce qu'on en fait. Puis en 2023, là, on s'est déplacé plutôt
en fait, on voulait s'installer dans le parc du Ruisseau de Feu. Puis comme c'est un parc de conservation, bien, on n'a pas eu les permissions, mais donc on a développé une version numérique du projet. Donc on a une version, un modèle 3D qu'on insère en réalité augmentée. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on ramène une partie du troupeau et puis on va aussi, donc nos vingtaines de sculptures, on va les installer dans les structures, dans les arbres en fait, pas dans la chapelle, mais dans les arbres. Et puis sur justement la chapelle, bien, on va essayer d'installer nos sculptures numériques en réalité augmentée. Donc ils vont être accessibles, mais avec un téléphone ou une tablette. Souvent, ce qu'on aime beaucoup se voir, c'est justement la lumière, mais la lumière à travers le temps aussi. On peut voir que le soleil, c'est comme la puissante lumière. Elle va interagir avec les créatures. Puis on peut l'avoir à différents niveaux selon le jour. Elle va se déplacer. Oui, puis dans le fond, le jeu un petit peu avec le titre de l'œuvre qui est « Espèces en voie d'apparition », c'est un peu ça qu'on fait. Donc, l'idée qu'on va utiliser soit la lumière du soleil, des fois, ça va être des lampadaires selon les installations. Donc, on va chercher des sources de lumière pour créer des projections au sol. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui là, va peut-être moins s'exprimer, mais on travaille aussi en projection puis en vidéo. Donc, c'est certain que pour nous, c'est vraiment une façon, c'est l'élément principal dans nos intégrations. Donc, on va venir voir où le soleil va arriver, où il y a des ombres qui vont être créées par les arbres, par les structures. Donc, c'est vraiment à chaque endroit où on se déplace, on cherche le cadre, la lumière qui va donner, peut-être, qui va faire apparaître justement les ombres au sol. Des fois, les gens, c'est ce qu'on a remarqué, ils vont marcher, puis ils voient l'ombre par terre, puis c'est ça qui fait lever les yeux et voir la C'est comme l'accroche. Souvent, même c'est ça, les gens ne voient pas les créatures qui sont dans les airs. Puis s'ils voient l'ombre colorée au sol, bien, ils vont se poser des questions d'où est-ce que ça provient. Alors, c'est très intéressant. On a tous hâte de voir le produit de votre exposition, qui sera installé à la chapelle des Cuthbert tous les mois de juin, juillet et août, donc tout l'été. Et le vernissage va avoir lieu le 5 juin prochain. Donc, merci beaucoup, Lagueux-L'Écuyer. Un spectacle régional à haut déploiement soulignera la fête nationale le 23 juin prochain à Montjoly, avec entre autres le groupe Garoulou, qui soulignera son 50e anniversaire, nous apprend Marc Després de la télévision de la Métisse. Jannick Michaud, déjà la 191e fête nationale du Québec. Et ici, dans la région du Bas-Saint-Laurent, et particulièrement à Montjoly, on passe pas à côté. Non, on passe pas à côté cette année. La fête à portée régionale revêt une importance, je dirais, beaucoup plus grande encore. C'est 191 ans d'histoire, mais c'est aussi le thème commémoratif Jean du Pays. La chanson Jean du Pays fête ses 50 ans cette année aussi. Bref, beaucoup d'occasions de fêter. Et pourquoi on a décidé l'année dernière là, de sortir des grands centres? Bien, en fait, la fête à portée régionale appartient au territoire du Bas-Saint-Laurent. Dans chacune des régions administratives au Québec, on a une fête de portée régionale qu'on appelle. Et dans la plupart des régions, cette fête-là se déplace de ville en ville, dans les villes principales du territoire. Donc, ici, dans l'Est du Québec, au Bas-Saint-Laurent, le conseil d'administration a décidé, il y a 2 ans de ça, de faire en sorte que la fête nationale à portée régionale allait être accessible à l'ensemble du territoire, donc va se déplacer entre les 8 villes principales du territoire. Donc, c'était Rivière-du-Loup l'année dernière, et là, ben, c'est Montjoly. Cette année, c'est Montjoly, et on arrive avec des partenaires assez incroyables aussi, qui nous permettent d'organiser une fête à très grand déploiement. Et justement, ben, il y a des privés cette année qui se sont rajoutés, là, qui n'étaient pas là habituellement. Non, effectivement, c'est nouveau de cette année parce qu'on avait un projet particulier. On avait un projet qui était assez unique, non seulement avec la thématique, mais aussi avec le dévoilement d'une tête d'affiche qu'on a fait tout à l'heure, qu'on pourra revenir. Mais ces partenaires-là, quand je leur ai présenté le projet, ils m'ont dit tout de suite, oui, on embarque. Là. Et on peut mentionner donc Desjardins et Mallette là, qui ont dit oui.
Desjardins, Mallette, on a Pascal Bérubé, le député provincial aussi, la ville de Montjoly, évidemment, qu'on ne peut pas passer à côté. Maïté Blanchette-Vézina, qui est la ministre régionale du Bas-Saint-Laurent aussi, qui participe à ça. Donc, on a beaucoup de gens qui ont mis, comme on dit, la main à la pâte pour réussir à créer cette fête-là. Et tant qu'à y être, tant qu'à souligner en gras, 50e anniversaire de Garoulou cette année, et le groupe sera ici de façon exclusive à Montjoly. C'est unique. C'est unique ce qu'on a réussi à faire là. Après avoir discuté avec Michel Lalonde pendant presque 2 ans, à quelques reprises, puis de dire « Ah, Michel, ça serait le fun d'essayer de refaire vivre Garoulou », je pense que lui, il portait dans son cœur aussi et qu'il voyait en quelque part dans sa tête 50 ans d'histoire, 2025, les 50 ans de Garoulou. Alors, il nous a préparé un spectacle pour refaire vivre tous les grands succès de Garoulou. Et il faut le dire, c'est pas un spectacle hommage, là. Ce sont les vrais qui sont ici. Bien, Michel Lalonde, qui est le cofondateur du groupe, évidemment, les membres du groupe sont assez vieillissants. On a la possibilité que son frère Marc vienne, c'est pas encore officialisé, mais par contre, le groupe qui a été réuni est un groupe professionnel qui va nous rendre hommage à Garoulou, mais c'est pas un spectacle hommage, c'est vraiment Michel Lalonde. Et à ce moment-là, bien, c'est d'autant plus exceptionnel, comme c'est la fête nationale, c'est gratuit. C'est gratuit, puis en plus, on va inviter même nos voisins du Sud, nos cousins au Nouveau-Brunswick, qui sont aussi dans le monde des francophones et qui ont un amour pour ce groupe-là. Donc, on va se réunir, puis on va revivre ces années-là de Garoulou. Bref, on marque quelle date et quel endroit à son horaire? C'est le 23 juin. À compter de 16h30, on a une fête familiale avec Chantois puis Bob Arsenault. À compter de 18h30, c'est le grand spectacle régional qui commence jusqu'à 22h. On est à l'amphithéâtre Desjardins de Montjoly. S'il fait beau, on est à l'extérieur. Et s'il fait pas beau, on est à l'intérieur de l'aréna. Et autre nouveauté, donc il y aura aussi une bière Garoulou. Ah, bien, il fallait marquer l'histoire, hein? On a fait avec une entente avec le Ketch, on a fait une entente pour faire un tirage limité d'une bière à 760 canettes qui sont à l'effigie et qui s'appelle la Garoulou et qui est à l'effigie de la fête nationale à Montjoly le 23 juin 2025. Donc, c'est un item souvenir en même temps. Et ce sera disponible seulement le 23. Seulement le 23, en quantité limitée. Et le service de bar et de hot dog va être au profit du club Les Espadons. Bref, on invite les gens là, à venir faire leur tour à Montjoly. On a de la place pour accueillir tout ce monde-là. On a de la place pour accueillir amplement de gens. Venez en grand nombre, ça va être inoubliable. Par contre, pour l'hébergement, on peut suggérer aux gens de faire rapidement quand même. Réservez un peu d'avance, effectivement, parce que les chambres risquent de s'envoler très rapidement. Bien, merci beaucoup et on se souhaite une bonne fête nationale. Bonne fête nationale, tout le monde. C'est tout pour cette dernière édition du Bulletin des régions cette saison. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et on se retrouve en septembre prochain.